Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, fini de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boé, malamuna, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode, l'avant-dernier de la série spéciale Créer ma réalité, et aujourd'hui nous parlons de prise de conscience qui ont changé ma vie forever. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout bascule, non pas parce qu'on a vécu un miracle, non pas parce que les choses ont changé du tout au tout, parce que justement il y a une certaine façon, un switch mental, un shift vraiment de voir juste les choses différemment. Ça vient avec une prise de conscience, un déclic, une révélation qui change tout. Aujourd'hui, je vais te partager le mien. C'est vraiment ces choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je vois la vie différemment, je me vois différemment, je vis différemment. Et quand on me regarde, on me dit « Ah, mais en fait, elle sait qui elle sait de quoi elle parle, elle a de l'assurance, elle a de la confiance. » Mais en fait, il m'a fallu du chemin, mais aussi des prises de conscience pour en arriver là. Et peut-être que toi aussi tu es dans cette situation-là. Peut-être que tu as vécu des moments où les choses étaient claires pour toi. Et tout d'un coup, plus rien, plus de certitude. Peut-être que certaines de mes révélations vont résonner avec les tiennes, avec où tu es aujourd'hui à ce stade de ta vie. Ou peut-être qu'elles vont déclencher une nouvelle prise de conscience en toi. Peu importe où tu en es, cet épisode, c'est vraiment un épisode qui va aller chercher au fond de toi, dans tes tripes, en miroir avec ma lecture de la vie, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai pu construire, détruire et reconstruire. Vraiment, ça va beaucoup t'aider. On commence avec la première de prise de conscience qui, à ce jour, est ma plus grande, mais vraiment la plus grande de toutes mes prises de conscience, c'est qu'il n'existe aucune limite sauf celle qu'on s'impose à soi-même. Je vais le répéter. Il n'existe aucune limite sauf celle que tu t'imposes à toi-même. C'est vraiment la plus grande révélation, prise de conscience de ma vie. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, l'environnement peut nous influencer, l'histoire peut nous retenir, mais il n'existe aucune limite sauf celle qu'on s'impose à soi-même ou qu'on accepte des autres. Tant qu'on n'accepte pas que ça c'est ma limite, on va la transcender. Ce qui nous maintient dans les limites, souvent, ça va être de l'acceptation, parfois consciente, mais souvent, ça va être inconsciente. Pourquoi? Parce qu'on va être dans l'ignorance, on va être dans la loyauté et on va être dans la peur. Mais on a ce pouvoir-là, naturellement, d'aller transcender les limites établies. Aujourd'hui, quand quelqu'un va me dire « Oh tiens, Jaël, ce que tu veux faire, ce que tu dis, ce que tu penses, c'est pas possible. » Tu sais, je regarde la personne avec beaucoup de compassion et je comprends que la personne ne sait juste pas que c'est faisable. Peut-être qu'avec les ressources de la personne, c'est pas faisable. Ou peut-être qu'avec toute sa sagesse, toute sa lecture et ses expériences, c'est pas faisable. Mais la personne n'est pas moi. Et quand la personne me dit ça, ce n'est pas que la personne a quelque chose contre moi. C'est surtout que la personne veut me protéger de quelque chose ou veut juste me renvoyer ce que cela lui renvoie. Mais ce n'est pas parce que c'est le cas pour elle que ça le sera pour moi. Si moi je pense que c'est possible, je vais y aller avec ou sans elle, je vais foncer. La prise de conscience numéro 2, c'est vraiment de réaliser que je ne peux pas sauver tout le monde. Je ne suis pas appelée à sauver tout le monde, je ne suis pas appelée à faire l'unanimité. Même si je contribue dans un but collectif, contribuer dans un but collectif va se faire qu'avec l'effet domino. Moi, j'y contribue dans la vie de quelqu'un qui contribuera à la vie d'une autre personne, qui contribuera à la vie de l'autre. Je ne suis pas celle qui doit simultanément contribuer à la vie de tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon but, ce n'est le but de personne.
Je ne peux sauver que ceux qui sont appelés à recevoir de moi. On a longtemps cru que l'impact était dans la quantité, que plus tu en faisais, plus c'était impactant, plus il y avait des résultats. Mais en réalité, l'impact n'a jamais été dans la quantité. L'impact est dans la qualité. J'ai une mission, c'est vrai. Ma mission est destinée à des personnes spécifiques, pas à tout le monde. Si je travaille avec la terre entière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais m'épuiser. Si je m'épuise, je vais épuiser mes ressources, je vais épuiser mon savoir, je vais commencer à me sentir illégitime, incapable parce que je suis en train d'emprunter un terrain qui n'est pas le mien. J'en ai parlé un peu dans l'épisode sur l'échelle de croissance d'une vision. Un processus, ça prend du temps. Admettons que la personne que moi je suis censée aider, moi je suis censée l'aider quand elle est dans son stade 50 ou dans son stade 100 ou même dans son stade, je sais pas, j'ai envie de dire 10. Si je rencontre la personne plus tôt, je vais m'épuiser à vouloir l'emmener dans un niveau où elle n'est pas encore. Elle doit passer par d'autres personnes avant d'arriver vers moi. Et si je la rencontre plus tard, je vais m'épuiser à vouloir rattraper de choses qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, ma responsabilité à moi, c'est d'aider, de contribuer, d'impacter la vie de la personne selon la mesure de ce que le Seigneur a mis en moi pour accompagner la personne. Je ne veux pas, avec toutes les possibilités, parce que j'ai juste avant parlé des possibilités, avec toutes les possibilités qui existent, je ne veux pas euh, changer une personne qui n'est pas appelée à être changée par moi. Dans tous les cas, je n'ai pas l'habilité d'aller changer qui que ce soit. J'en parlerai dans des prises de conscience qui vont suivre. Et donc ça me permet quoi? Ça me permet de réaliser que ma mission prend de l'impact, de l'ampleur et de la valeur seulement dans le contexte où ça s'inscrit dans le fait qu'il y a déjà d'autres personnes qui existent et dont la mission est d'aider les autres personnes que moi je ne peux pas aider ou encore de les aider juste avant que moi j'intervienne ou juste après. Ça me permet de rester dans ma zone, de ne pas m'évriller, de ne pas me trahir, de ne pas aller dans tous les sens. Ça me rappelle un épisode que j'ai écouté un jour du podcast Leadership de Greg Rochelle. Il était en train de parler avec un professeur et ces professeurs-là étaient en train d'expliquer, il disait, au fait, lui, quand les étudiants viennent dans son cursus et ils se rendent compte que ce qui est proposé n'est pas adapté à eux et qu'ils lui demandent, est-ce qu'on ne peut pas aménager le parcours pour que ça soit adapté à mes besoins? Il dit, OK, je comprends que tu as des besoins différents, mais en fait, je vais te recommander d'autres personnes qui font ce que toi tu veux. Ou va voir des personnes qui utilisent un peu des cursus un peu personnalisés. Moi, chez moi, ça se passe comme ça. Je ne veux pas me travertir, trahir ma mission pour accommoder quelqu'un qui a besoin de quelque chose de moi. Si cette personne-là a besoin de quelque chose qui vient de moi, qui émane de moi, la personne le recevra de moi sans que je puisse avoir à me travertir. Je suis pas en train de parler de refuser de grandir, non. Je vais grandir, mais je vais grandir dans ma zone, dans mon fuseau. Je ne veux pas sortir de mon fuseau, aller faire ce que font tout le monde et me retrouver à faire des choses vides d'essence juste parce que j'ai voulu sauver et aider tout le monde. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui, pour moi, est aussi gage de l'alignement. Et on passe à la troisième prise de conscience, c'est de réaliser et de savoir que mes enfants seront blessés. Et c'est totalement OK. Je vois beaucoup des vidéos sur Instagram, sur les réseaux, et peut-être que tu les as déjà vues, des espèces de vidéos où on va prendre plusieurs vases. Un vase va contenir de l'eau sale, ensuite ça va être transvasé dans un autre vase, ensuite ça va être transvasé dans un autre vase. Et quand ça arrive au niveau de la génération, donc de la mère de la personne, on va venir mettre beaucoup d'eau claire, ensuite ça va être clarifié, ensuite une fois seulement clarifié, on va passer dans l'autre vase. Ça parle justement de tout ce qui va être transgénérationnel, de l'héritage, de tous les schémas. Mais en fait, j'ai un problème avec cette façon de faire. Pourquoi? Parce que ça va dire ça va indexer le problème, ça ne va pas donner la solution. OK, il y a des héritages qui existent, qui passent de la grand-mère à la mère, de la mère à toi aujourd'hui, de toi à tes enfants. Mais concrètement, l'eau que tu vas chercher dans le robinet pour mettre dans ton vase, c'est quoi les processus? Qu'est-ce que tu fais réellement? Et on est rentré dans une utopie de si j'ai guéri, je ne vais pas. Si moi j'ai guéri de mes blessures, c'est gage et garanti que je ne veux plus blesser les autres. Au fait, dans quel monde on est tombé? Dans quel monde on est tombé à croire que si tu es 100% guéri, enfin 100% guéri façon de parler,
tu vas être celle qui ne va pas blesser ses enfants, celle qui va élever les enfants qui vont être sains toute leur vie. C'est une utopie, c'est pas possible. Réalisons que nous sommes dans cette saison, dans cette ère où tous les problèmes, les situations, les profilages, les traumatismes, tout ce qui est psychologique est de plus en plus vulgarisé. On va beaucoup aller parler des traumas, on va beaucoup aller parler des blessures, on va beaucoup aller parler du burn-out, de toutes ces situations-là. Mais on est aussi dans l'ère où les personnes sont de plus en plus déprimées. Les personnes vivent de plus en plus de situations-là. Autant qu'on ne le nommait pas, on ne savait pas qu'on le vivait, autant aujourd'hui qu'on le vit, en fait, les chiffres ne vont que en grandissant. Pourquoi? Pourquoi alors qu'on connaît le problème continue de croître? En fait, si les simples faits de nommer la chose, de connaître que on était dans la situation permettait de s'en sortir, en fait, on aurait été la relation la génération la plus safe, la plus saine, la plus tout ça, sauf qu'on n'y est pas. Parce que ça prend un processus, ça prend un cadre et ça prend aussi une vérité d'aller réaliser et intérioriser l'effet que je sois guérie, ça me donne des options, ça me donne des cadres, ça me donne des outils. Et dans tous les cas, les personnes autour de moi, et en l'occurrence, dans mon cas, mes enfants, vont être blessés. Ils vont être blessés par moi, ils vont être blessés à l'école, ils vont être blessés dans la vie, puisque c'est leur parcours de vie, c'est ça qui va aussi façonner leur personnalité. Ma responsabilité, ce n'est pas de garantir qu'ils ne seront jamais blessés. Ça, c'est faux et archi faux. Et si toi, tu pensais comme ça avec tout ce qu'on est en train de te vendre en ce moment dans l'univers du dev perso, sors de cette utopie-là. En réalité, ma responsabilité, c'est de leur donner des outils pour guérir de leurs blessures. Parce que d'une manière ou d'une autre, mes enfants vont être blessés. Et donc ça fait quoi? C'est que j'ai créé un cadre, je les prépare et je les éduque de sorte à ce qu'ils puissent avoir l'ouverture de la parole. S'il y a quelque chose que j'ai fait de mal, je veux qu'ils me le disent pour me donner l'opportunité, la possibilité de réparer. Si j'ai failli à une responsabilité, un besoin qu'ils attendaient de moi auquel je n'ai pas su assouvir au moment où il fallait, je veux le savoir. Je veux qu'ils s'expriment. Je veux qu'ils le disent. Mais je ne peux pas garantir une bulle où mes enfants seront constamment dedans et ne jamais être blessés. Et en fait, ça vient aussi ôter le poids de je vais transmettre ce que moi j'ai eu, ce que j'ai vécu. Je sais que c'est pas facile, que c'est un travail profond à faire sur soi-même, mais ce n'est pas parce qu'on a fait ce travail-là qu'on est immunisé de blesser l'autre. C'est surtout parce qu'on a fait ce travail-là qu'on arrive à savoir de quoi l'autre va avoir besoin et on va créer le cadre pour que l'autre puisse disposer de ces ressources-là. Plus j'ai guéri, moins j'ai transmis mes blessures, mais surtout plus j'ai guéri, plus je donne à mes enfants les options et les choix de guérir de leurs blessures. La quatrième des prises de conscience, c'est de réaliser que les paroles, les mots ont un pouvoir, mais un pouvoir immense. Et à cela, j'ai un antidote, c'est la réformulation. Je réformule absolument tout dans ma vie en ce moment. Les mots ont le pouvoir de guérir, les mots ont le pouvoir de réparer, les mots ont le pouvoir de blesser, les mots ont le pouvoir d'honorer, les mots ont le pouvoir de diviser, les mots ont le pouvoir de réunir. Enfin, complète la liste selon toi. Et moi, j'ai fait le choix de réformuler. Réformuler avec moi-même, réformuler avec les autres. Pourquoi? Parce que souvent, quand une situation va se passer, dans ma tête, je vais cogiter, je vais dire « Ah non, j'aurais dû dire telle chose ». Je crois que j'ai fait un épisode sur le sujet, je sais plus comment s'appelait l'épisode, mais je le mettrai dans le note d'épisode pour que tu aies écouté. Et en fait, parfois, quand ça va se passer, dans ma tête, je vais dire « Ah non, j'aurais dû dire telle chose ». Ou peut-être quelqu'un va me dire quelque chose, je vais le prendre d'une certaine manière, mais je ne veux pas oser réformuler parce que vu l'âge de la personne, vu peut-être sa compréhension, vu peut-être. Et en fait, j'ai resté longtemps dans ma tête en me disant « La prochaine fois, ça sera différemment ». Sauf que la prochaine fois, ce n'était pas une réalité qui existait, ce n'était que dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passait? Mon cerveau partait dans le connu, ça repartait dans les mêmes choses. Je rédisais les mêmes choses, j'acceptais les mêmes choses des autres. Jusqu'à ce que je prends le temps de m'arrêter de réformuler. Je réformule mes phrases. Oh, je prends le temps. Oh, je t'ai dit ceci. Et non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Voici ce que je voulais dire. Et ça m'aide beaucoup. Un exemple concret. À la maison, par exemple, quand on va être en train de travailler, par exemple, dans les tâches ménagères et que les enfants vont me dire « Maman, on t'a aidé ». En fait, moi, je reformule. Je dis « Non, vous ne m'avez pas aidé. Vous avez contribué.
admettons qu'on a fait le lit, qu'on a fait la cuisine, qu'on a arrangé. Maman t'a aidé à ranger le salon. En fait, non, vous ne m'avez pas aidé à ranger le salon. Vous avez contribué à ce que le salon soit propre. Oh, maman, on t'a aidé à faire à manger. En fait, non, vous m'avez pas aidé à faire à manger. Vous avez contribué à ce que le repas soit prêt. Et ça, en fait, ça vient changer quoi? Parce que le verbe aider en lui-même, c'est un verbe qui est noble. Mais au fond, ça a une connotation de c'est ta responsabilité. Je t'aide dans ce qui te revient à toi. Alors que la contribution, ça fait appel à, il y a plusieurs responsabilités, chacun apporte sa part à son échelle. Et ça vient rééquilibrer les choses. Et ça fait aussi que mes enfants vont grandir avec la notion de, en fait, faire à manger, c'est pas la responsabilité de maman, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc quand j'ai grandi, j'ai la responsabilité de faire à manger. Je n'ai pas la responsabilité d'attendre que quelqu'un me fasse à manger. Quand j'ai grandi avec la responsabilité que j'ai grandi avec la conscience que j'ai la responsabilité de faire le lit. Je ne veux pas attendre que X me fasse le lit. Je pars sur des principes simples et basiques de la vie pour le ramener à plus grande échelle, en fait. J'ai la responsabilité de prendre la parole dans une situation. Je ne veux pas juste attendre que maman, papa viennent me défendre. Et en fait, ça, c'est vraiment très important pour moi et ça m'aide beaucoup d'aller réformuler. Je réformule beaucoup aussi, par exemple, on le dit beaucoup, hein, ah, on pose pas aux gens, on parle pas aux gens par rapport à leur corps. Ils ont déjà des miroirs chez eux. On va pas demander aux gens à quand le mariage, à quand les enfants et tout ça. Même si j'étais rentrée dans cette phase intentionnelle où je ne voulais pas avoir à parler aux gens de leur poids, je ne voulais pas avoir à demander aux gens c'était à quand les enfants, c'était quand le mariage. Mais puisque j'ai été baignée dans ça, j'ai grandi dans ça, ça sortait quand même de ma bouche. Je les disais quand même. Ensuite, j'ai regretté, j'ai dit, mais j'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à dire ça? Mais en fait, c'était parce que c'est que j'avais connu. J'ai toujours été dans ça, j'ai toujours parlé de cette manière-là. Et en fait, c'était vraiment important de m'arrêter, de réformuler, de dire, excuse-moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, j'étais pas en droit de te dire ça. Et le plus j'ai pris le temps de reformuler, plus mon vocabulaire a changé, plus mon langage a changé. Et moi, je le dis. Et en fait, la reformulation, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et c'est cette réformulation-là qui permet de créer une nouvelle réalité, pas juste dans ma tête, mais dans les mots, dans les actes. Parce que ce qu'on pense finit par être ce qu'on dit va finir par être ce qu'on fait va finir par être ce qu'on vit, et ce qu'on vit va finir par être ce qui va influencer aussi les pensées. On arrive à la 5e prise de conscience, c'est de réaliser que je ne peux pas changer l'autre. Et si j'arrive à le faire, c'est seulement si l'autre accepte et je suis celle qui doit l'aider. Longtemps, j'ai porté le poids de vouloir changer les autres. Vraiment, je parle de changer, pas juste contribuer ou œuvrer pour dans la vie des autres, dans le cadre de ma mission. Mais j'ai souvent eu les épaules à me dire, oh, moi, je vais vouloir changer l'autre parce que je voyais les chemins, les raccourcis, les options, les possibilités. Et quand rien ne bougeait, je me condamnais, je me sentais coupable de cette situation-là. Puis j'ai compris que je ne suis pas appelée à intervenir à chaque étape du processus. Peut-être que le changement de l'autre va prendre 100 étapes et moi je n'interviens qu'à l'étape 1 ou 2. Et l'étape 1 ou 2, c'est peut-être quoi? Juste lui dire, en fait, tu agis de telle manière et je trouve que c'est pas convenable. Juste ouvrir la parole. Mais c'est pas parce que j'ai ouvert la parole que je vais aller jusqu'à la fin pour que la personne puisse changer. Et ensuite, j'accepte de passer les relais. Et ça m'a permis de m'apporter une certaine liberté, de réaliser que je ne suis pas là pour changer la terre entière. Je suis juste là pour contribuer de façon même infime à ces changements-là. Et ça, c'est OK. Et c'est ça qui me permet de faire ma part. Même si l'autre continue dans les mêmes situations, dans les mêmes comportements, dans la même façon de faire, je ne veux pas être frustrée à me dire je n'arrive pas à le changer. Je ne veux pas porter la culpabilité de oh je n'arrive pas à le changer. Ça va aussi apporter quelque chose en fait de mettre un peu un cadre dans notre relation, de me dire la personne est comme ça. Et en fait, puisque moi j'ai fait ma part, je suis libre de ce qui va se passer par la suite. Et si la personne venait à changer, hurrah, tout va bien. Et si la personne venait à ne pas changer, hurrah, tout va bien aussi. Parce que avant tout, il s'agit de sa vie. L'autre est responsable de son bonheur. Je ne suis responsable du bonheur de personne, tout comme personne n'est responsable de mon bonheur. Je vais contribuer à ce que les autres puissent vivre une vie heureuse, mais je ne suis pas responsable de ça. La 6e prise de conscience, vraiment que quand quelqu'un me parle, ce n'est pas par rapport à moi.
c'est par rapport à lui. C'est par rapport à sa lecture de sa vie, de la vie, par rapport à ses expériences, par rapport à ses dilemmes. C'est comme si la personne porte des lunettes. Et à chaque fois que la personne doit voir quelque chose, c'est avec les filtres de ses lunettes. Si ses lunettes sont bleues, il verra tout bleu. Si ses lunettes sont vertes, il verra tout vert. Si ses lunettes ont une vision très rapprochée, il verra tout en gros. Si ses lunettes ont une vision très éloignée, il verra tout en petit. En fait, il est question de ses expériences, de ses lunettes à lui. Et ça me donne du recul de me dire, OK, la personne me parle par rapport à elle, mais ce n'est pas ma situation. Et donc, je vais prendre le temps de reformuler, donc la reformulation. Est-ce que c'est que tu es en train de me dire c'est ceci, c'est ceci, c'est là? Je vais le reformuler par rapport à moi. Ou je vais demander à la personne de reformuler. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis très, très à l'aise avec mon corps et mon poids parce que j'ai pris énormément de poids il y a peut-être encore 3 ans, non pas 3 ans, 4 ans. J'ai tourné autour de 55 kilos. Aujourd'hui, je suis à 72. Et dès que les personnes vont me voir, ça va être flagrant. Enfin, en même temps, c'est OK. Ah ouais, mais en fait, t'as pris du poids. Enfin, les gens vont me dire tout ça. Mais vu que moi, je suis OK avec ça, ça m'est déclenché à l'époque où je n'étais pas OK avec ça. Et là, j'étais en mode, Euh, hmm, je vais perdre du poids. Je vais faire des régimes. Oh, tu vois, j'ai cherché des justifications. Maintenant que je suis au clair avec, je vais dire, oh, mais ça va, tout va bien, en fait. Ou je vais dire, ah, mais moi, ça me dérange pas, en fait, tu sais, c'est OK. Et donc, je vais être dans cette posture, soit je reformule, soit je demande à l'autre de reformuler. Et ça permet aussi de créer un cadre dans les relations, d'éviter les frustrations. Parce que souvent, les personnes vont juste parler pour parler, mais ça va être avec leurs propres expériences. Parce que pour moi, c'est important de distinguer ce que la personne vit et pense de ce que moi je suis et de ce que je pense de ma vie. La 7e de prise de conscience, c'est de donner, d'accorder les bénéfices de doute à tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus libérée. Autant celui sur les limites et ma plus grande conscience, autant ça, c'est vraiment la chose la plus libératrice. Avant, j'étais dans les jugements, mais dans les jugements rapides. Telle personne a fait ceci, telle personne a agi de telle manière, telle personne a dit ceci. Aujourd'hui, j'accorde à chacun les bénéfices du doute. Je ne justifie plus par outrance parce qu'avant, je pouvais être aussi celle qui trouvait des excuses aux autres, tu sais? En mode, ah, mais si elle a fait ça, c'était peut-être parce que. Les dangers et les pièges avec ça, c'est que si plus tard je venais à découvrir que les raisons que moi j'ai avancées ne sont pas les raisons pour lesquelles la personne a agi de cette manière-là, j'allais être frustrée et ça allait invalider ces raisons à elle. Je m'arrête juste à dire que la personne a fait ça parce que la personne a une raison. Je ne dis même pas une bonne raison. La personne a une raison. C'est cette raison-là qui fait que dans l'état actuel des choses et des situations, la personne a agi de cette manière-là. Et ça fait que le jour où je découvre la raison, je comprends. Je me mets juste à la place de l'autre. Les jours où je ne la découvre pas, c'est OK aussi. Je comprends juste que elle avait quand même une raison au point où elle en était de sa vie. Et ça fait que peu importe ce qui va se passer, je ne veux plus être dans les jugements, surtout pas dans les jugements hâtifs et tout ça. Je veux surtout être dans la compassion, de me dire, elle a fait ça, elle a une raison. Et c'est OK. Et ça me permet d'avoir du recul pour mieux aimer et apprécier la présence de gens dans ma vie. Ça me permet de me détacher de certaines situations qui, au moment où ça se passe, c'est dans le vif, ça peut déclencher des choses, des situations, m'emmener dans des excès, dans des prises des paroles qui n'ont pas lieu d'être, peut-être dans des raisonnements, dans des réflexions, ou peut-être dans des paroles qui vont aussi peut-être même blesser. Ça me permet d'avoir du recul, de me dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, la situation ne sera plus la même. Je suis pas en train de dire que je vais refouler mes émotions, je vais refouler ce qui va venir sur le moment. Non. Je vais donner un cadre pour accueillir tout ça. Et en me mettant dans la place de l'autre, me disant que l'autre a eu une raison, sans justifier ses raisons. Et ça me permet de ne pas m'attarder sur des choses vides d'essence, mais vraiment d'aller dans l'objectivité. Et ça me libère, mais ça me libère d'un poids immense, tu n'as même pas idée. La 8e prise de conscience, c'est que la plus noble des luttes, c'est une vie pleinement vécue. Et je remercierai toujours mon frère pour ça. Parce que c'est vraiment grâce à lui que cette prise de conscience est arrivée. Tu sais, on nous a appris le monde sacrificiel. Et parfois, ces mondes sacrificiels nous enferment.
Mais il y a un passage dans Ecclésiaste que j'aime beaucoup qui dit « Les seuls avantages pour l'homme, c'est de profiter du fruit de son travail du jour de sa vie. Parce que quand il ne sera plus là, qui en profitera ?» Tu sais ce qui va compter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ce n'est pas ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on aurait dû faire. C'est les souvenirs, la mémoire de ce qu'on a réalisé, de qui on a été, de comment cela a contribué à rendre notre monde, le monde de nos proches, voire le monde en lui-même meilleur. Et chaque jour, mon curseur n'est pas dans comment être la meilleure version de moi, puisque cette meilleure version, je suis désolée, elle n'existe pas. La meilleure version de moi n'existe pas tout simplement parce que j'ai fluctue, j'évolue. Si on reste sur la façon dont c'est vu dans le monde, on va avoir l'impression que si hier j'étais 10, aujourd'hui je suis 15, demain je suis 20 et demain je dois être 30. Mais en fait, ça c'est dans l'intensité. Dans le fait, c'est pas pareil. Je peux être quelqu'un de totalement influent et 5 ans plus tard, j'ai décidé d'aller vivre dans la campagne. Enfin, tu sens un peu l'influence de ma lecture du moment. Je suis en train de relire le livre de Henri David Thoreau. Je sais plus si c'est David Henry ou Henri David. Enfin, il a changé son nom, mais je sais plus dans quel ordre. Walden ou La vie dans le bois. Il avait quitté un peu la vie de la société. Il est parti vivre dans une campagne, dans une maison qu'il avait construite lui-même pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours. Et c'est un peu, tu peux grandir comme ça, et tu quittes un cadre où tout était huppé, tu étais dans le confort absolu selon le monde. Tu vas juste revenir à une vie rudimentaire, mais ça ne veut pas dire que tu as régressé dans ta vie. C'est que tu es aligné avec où tu es maintenant, avec tes besoins du moment et ce qui te drive en ce moment-là. Et ça, dans le monde, ça serait perçu comme « Oh, tu sais, tu as régressé, tu n'es plus la meilleure version de toi. » Mais en fait, je suis juste la version alignée de où je suis avec mes besoins, avec ma saison, avec les situations dans lesquelles je suis. Et c'est comme ça que moi, cette phrase-là, cette expression « meilleure version de soi », j'ai du mal avec. Je préfère ma version la plus alignée avec ma saison, avec où j'en suis, avec ma mission, plutôt que la meilleure version qui fait appel à la performance et qui va faire que on va croire que les jours sans sont dépourvus de sens, alors que le jour sans sont justement là aussi pour équilibrer et apporter plus de profondeur à notre alignement. Et donc, mon curseur, ça va être là, de me dire, j'ai décidé de vivre ma meilleure journée aujourd'hui. Et peu importe comment ça se passe, peu importe l'issue de choses, les curseurs n'essaiera pas de « Oh, combien je me suis sacrifié, oh, combien j'ai fait pour obtenir ces résultats-là ». Mais dans « Est-ce que j'ai factuellement vécu ma meilleure journée aujourd'hui ?» C'est OK. Ma meilleure journée aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas les mêmes ressources que j'avais hier. Je ne serai peut-être pas avec les mêmes personnes que j'étais hier. Je ne serai peut-être pas dans le même cadre, dans le même environnement que j'étais hier. Mais de où je serai? Est-ce que je vais m'organiser, orchestrer les choses pour que ça soit meilleur? Si la réponse est oui, alors c'est totalement OK. La 9e prise de conscience, c'est aussi de réaliser que je ne serai pas là éternellement. Et ça me permet de penser ma vie en héritage, pas juste en survie du jour au lendemain. Encore une fois de plus, merci à mon frère, parce que c'est grâce à lui que j'ai compris que je ne serai pas là éternellement. Que peut-être que je ne vieillirai pas, j'en sais rien. Et ça ramène le côté où les choses vont continuer sans moi. Peut-être je vais atteindre les 50 ans, peut-être je vais atteindre les 60, peut-être je vais atteindre les 70, j'en sais rien. Je sais pas exactement combien de jours Dieu a prévu pour moi sur cette terre. Mais peu importe, quand le moment viendra, le monde va continuer, la vie va continuer, mes proches vont continuer à vivre. Ils vont continuer à avoir de projets, à vivre leur vie. Ils vont sourire, ils vont manger, ils vont boire, ils vont organiser des fêtes. En fait, le fait que je sois pas là, ça va être une pièce qui va manquer au puzzle, mais le puzzle sera toujours présent. Et ça ramène la question à, non pas que, oh, ils vont continuer sans moi, j'ai perdu du temps, je vais vivre ma vie dans le regret parce que de toute façon, je serai pas là. Mais ça ramène les focus à, quel est mon héritage? Quelle est ma part? Quelle est ma contribution? Quelles sont les ressources, les choses que j'aimerais mettre à leur disposition, que j'aimerais laisser, qui va me transcender, qui feront en sorte que même si je ne suis plus là, que les autres puissent avoir des options, des ressources. Ces podcasts en est un. Ces podcasts, c'est un héritage. Ça va continuer puisque j'ai mis en place quelque chose qui va faire en sorte que mon abonnement va continuer à être payé même si je suis plus là. Enfin, admettons que la plateforme Ocha décide de fermer. Là, ça sera une autre situation.
Mais j'ai mis en place quelque chose qui fera en sorte que les épisodes vont rester. Et ça, c'est vraiment penser en héritage et pas juste à me dire, oh, je serai là, je pourrai prendre la main à tout moment. Ça fait que dans ma vie de tous les jours, tu sais, on va beaucoup parler du fait qu'on va préparer les enfants à beaucoup de choses. On va les préparer peut-être pour leur vie universitaire, leur vie d'adulte, en mettant l'épargne pour eux, en mettant, je sais pas, en faisant de l'assurance vie, des choses comme ça. Mais on ne prépare pas les enfants à l'après. On ne prépare mais tout simplement pas nos proches. Je parle des enfants, mais ça peut juste être nos proches, le conjoint, ça peut être les collaborateurs au sein de l'entreprise, ça peut juste être des amis. En fait, on ne prépare pas les gens à l'après nous. Et ça, c'est normal, on nous apprend pas ça à l'école. On a tellement peur de partir, on a tellement peur de la mort que on sait pas le faire. Et moi, j'ai été mise face à ma propre vérité depuis ce qui s'est passé, que je prends le temps de tout écrire. Je consigne tout, les mots de passe, les identifiants. Je fais beaucoup du journaling, j'achète au moins 4 cahiers par mois. J'écris beaucoup. Et ça, ce sont les mémoires de ma vie. C'est pour ça que je tiens à écrire des livres, non pas un seul, mais plusieurs. Parce que pour moi, c'est aussi mon héritage. C'est aussi ce que je vais laisser après moi qui va me transcender, qui fera en sorte que je n'aurai pas juste vécu pour moi, mais j'ai vécu pour que ma vie soit un héritage, parce que peu importe, la vie de chaque personne est un héritage. Et plus on prend conscience et connaissance de ça, on lègue intentionnellement. Chaque héritage conscientisé est mieux légué. Et ça me permet de créer une vie, une réalité, où je sais que je suis en train non pas seulement de vivre, mais de vivre et de transmettre. C'est comme ça que je vais beaucoup parler de transmission et d'héritage dans ce que je fais. Et je parle pas d'héritage matériel, enfin, tu m'as entendu parler. Je suis pas en train de parler de quelque chose de matériel. Je suis en train de parler de quelque chose qui va être comme, tu sais, des possibilités, des options, une façon d'accélérer les processus, une façon de contribuer au processus. La 10e prise de conscience, c'est que la même histoire qui a blessé est celle qui va propulser. Je crois que c'est vraiment là où toute ma vie m'a emmenée. Ce matin encore, j'étais en train de chercher mes anciennes vidéos quand j'ai commencé à me mettre au podcasting et à faire des vidéos. Et dans une vidéo, j'étais en train de parler en me disant pourquoi moi, pourquoi maintenant? Et j'ai posé la question et je répondais en même temps à la question et ma réponse était parce que tout ceci, c'est moi. Parce que ma vie, mon histoire, en fait, tout m'a emmené ici. Et je crois vraiment que l'histoire qu'on a vécue, avec les douleurs, les épreuves, les pertes, les blessures, c'est cette même histoire qui va avoir des compétences, des aptitudes, des possibilités, des options. Le tout, c'est de le savoir, de les comprendre, de les décoder et de s'appuyer dessus pour créer la suite. Mon histoire est mon super pouvoir et ton histoire aussi est ton super pouvoir. J'aurais aimé rajouter d'autres prises de conscience, mais je vais arrêter l'épisode par ici. Je vais arrêter l'épisode par ici. Et je veux vraiment que tu réalises que certaines de ces prises de conscience ne vont peut-être pas te parler. D'autres vont te challenger. Mais quoi qu'il en soit, je t'invite à faire cet exercice. Quelles sont tes prises de conscience à toi? Quelles sont celles qui ont changé ta vie? Pas juste de ce que moi je viens de te dire, mais de ce que toi-même tu as vécu avec ton histoire. Celles qui ont tout basculé, celles qui continuent de te guider aujourd'hui. Parce que plus tu vas identifier les révélations qui sont venues avec ton histoire, plus tu vas comprendre ta véritable force, ta véritable distinction et unicité. Plus tu vas voir clairement qui tu es et plus tu verras mieux où tu vas. Tes prises de conscience, quand tu vas le regarder comme tel, ça va aussi devenir pour toi comme des repères. Ce qui a changé ta vie va continuer à te guider pendant un moment et permettra aux autres d'être guidés, d'être inspirés, d'être challengés, d'être propulsés. Alors prends un moment, écris 5 à 10 prises de conscience, plus si ça vient, et
commence à penser ta vie autour de ces prises de conscience-là. C'est que ces prises de conscience-là ont factuellement créé et ouvert comme possibilité pour toi. Et si tu veux avoir mon retour sur ce que tu auras fait, viens me retrouver sur Instagram, la révélatrice-8. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi et surtout de t'aider à voir ta vie différemment. Si cet épisode t'a parlé, si cet épisode a résonné avec toi, je t'invite à le partager à une femme qui, elle aussi, cherche à comprendre ce qui a ou peut réellement changer sa vie pour qu'elle vive enfin la vie qu'elle aspire. Maintenant que je t'ai parlé de ces prises de conscience-là et que je t'ai dit que c'est ça qui m'a permis d'opérer des switches, je ne veux pas faire comme les personnes qui te montrent des vases qui on passe d'une matière noire à quelque chose qui est clarifié. Je vais te montrer exactement comment je fais. Demain, pour clôturer cette série sur créer ma réalité, je t'embarque dans ma boîte à outils personnelle. Quels sont les processus, quelles sont les choses, les outils que j'utilise personnellement, au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, annuellement, pour me permettre de créer ma nouvelle réalité. L'épisode va peut-être prendre la forme d'un atelier, je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, ça sera puissant, ça va te propulser et ça va t'ouvrir grandement les yeux. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!